Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être en direct avec nous sur Boursorama. Il est midi, c'est votre émission Ecorama, l'émission qui vous simplifie l'économie avec votre invité aujourd'hui, Thomas Cazenave, le ministre des Comptes publics. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Boursorama. Il faut que je fasse réagir aux propos du PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, qui menace d'arrêter carrément le plafonnement du prix du carburant. On le sait dans ces stations à 1,99 € le litre. Si le gouvernement ajoute des taxes dans sa loi de finances 2024, qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord, moi, je reconnais l'effort de Total Energy depuis le début de la crise, prix des carburants, le fait de plafonner à 2 € le prix du litre, c'est un effort de l'entreprise, c'est un effort d'ailleurs reconnu par les Français que nous reconnaissons. Il y a un travail en cours, il y a une mission qui a été lancée sur la question des marges de raffinage et qui permettra d'éclairer l'action du gouvernement. Mais à ce stade, moi je tiens à redire que c'est un geste important qui participe, comme l'action de l'État, à soutenir le pouvoir d'achat des Français, parce qu'on sait que faire le plein de sa voiture, c'est une difficulté pour un grand nombre de Français, et donc je reconnais l'action de Total au service des Français. Il y a la question des marges, Thomas Cazenave, mais il y a aussi ce que le PDG de Total Energy ne souhaite pas, on l'a bien compris, c'est cette taxe exceptionnelle sur les super profits des pétroliers qui est censée prendre fin au 31 décembre, qu'elle soit prolongée. Vous pouvez lui garantir que cette taxe ne sera pas reportée sur 2024 ? Non, je ne peux pas garantir. Ce que je souhaite, c'est que l'on puisse mettre sur la table tous les éléments. Il y a l'effort qui est fait par Total Energy, et il est bien réel, et je le reconnais comme un grand nombre d'entre nous. Il y a la question du travail en cours sur les marges de raffinage, et en fonction de tous ces éléments, mais sur les super il faudra décider. Oui, mais les super profits... Cette taxe qui s'éteint au 31 décembre... C'est une contribution dite de solidarité, mais elle doit être liée aussi à une réalité économique. D'où la nécessité de se dire, est-ce qu'en France, il y a des surprofits faits sur le raffinage ? Oui ou non? D'où l'importance de la mission qui a été lancée par la Première ministre pour faire la transparence sur la question des marchés. Et en fonction de ces éléments, elle vient d'être lancée il y a moins d'une semaine, 10 jours. En fonction de ces éléments, ça nous permettra d'apprécier s'il y a lieu ou pas de retravailler la question fiscale. Et en attendant, si des amendements Renaissance sont déposés pour étendre cette taxe en 2024, ou ça dépendra encore une fois du résultat de cette enquête, le gouvernement pourra retenir ces amendements ? Moi, je pense que ça dépend un peu de la réalité des marges de raffinage. Donc moi, j'attends beaucoup aussi de ce travail d'objectivation. Je crois que sur ces sujets-là, il faut regarder la réalité des chiffres. Pour l'instant, vous n'êtes ni pour ni contre, ni favorable. Exactement. Moi, j'attends d'avoir les éléments qui ont été commandités il y a quelques semaines par la Première ministre pour y voir clair sur ce sujet-là et de manière très pragmatique poser ces sujets sur la table. Bon, très bien. Il faut qu'on parle évidemment du projet de loi de finances 2024 qui arrive cette semaine en commission des finances à l'Assemblée nationale. Tout ça va durer un petit moment. On se dit honnêtement, pardon, mais il n'y a pas de suspense. Ce budget, il va passer via le 49.3. Vous êtes résigné. Votre stratégie, c'est de rendre ça le plus banal possible? C'est pas que moi, je suis pas résigné. Moi, je suis ministre des Comptes publics. Et j'ai une mission, c'est qu'avant la fin de l'année, nous ayons un budget. Pourquoi c'est important d'avoir un budget? Parce que ça permet de faire fonctionner nos hôpitaux, payer nos enseignants, nos policiers, bref, faire fonctionner notre vie collective. Moi, je constate que les oppositions ne veulent pas voter notre budget. Mais d'ailleurs, je ne leur reproche pas. Quand on est dans l'opposition, traditionnellement, on ne vote pas le budget. Donc, comment on fait avec des oppositions qui ne veulent pas voter le budget et la nécessité d'avoir un budget? La Constitution a prévu ce cas de figure, c'est l'article 49.3. Si on n'utilise pas l'article 49.3, nous aurions en fin d'année la situation extravagante qu'ont les Américains de ne pas avoir de budget. Vous imaginez l'incertitude, voire le chaos dans lequel nous nous retrouverions sans budget. Donc ma responsabilité, celle du gouvernement, de la Première ministre, c'est d'avoir un budget à la fin de l'année. Et honnêtement, c'est la seule solution qu'on ait trouvée avec une majorité relative pour avoir un budget avant la fin de l'année. Il faut banaliser le 49.3. Mais oui, je pense que si la Constitution a été prévue, comme ça avec cet article, c'est bien justement pour éviter le chaos de l'absence d'un budget. Et donc les cris d'orfraie poussés par l'opposition? Mais l'opposition, moi j'entends, j'étais déjà auditionné avec Bruno Le Maire il y a peu de temps en commission des finances sur le sujet. À notre droite, certains nous disent « vous ne coupez pas assez fort dans la dépense publique ». On va en parler. À notre gauche, c'est une cure d'austérité que vous préparez pour les Français. Milieu, hein. Donc, non mais la réalité, c'est qu'ensemble, les oppositions ne sont pas en situation de faire un budget alternatif. Ouais. Donc, il n'y a pas de budget alternatif. Donc, ce qu'on a proposé, on sait que si elles ne votent pas, on terminera au 49.3. Ça ne nous dispense pas
de dialoguer. Moi, j'ai organisé les dialogues de Bercy. Dialogue de Bercy, c'est quoi? C'est les représentants de tous les groupes politiques à l'Assemblée et au Sénat qui sont venus débattre avec nous. Et il y a des sujets sur lesquels on a travaillé ensemble. La loi de programmation sur les finances publiques, on a pris une trentaine d'amendements, dont 6 des oppositions, des écologistes, des socialistes par exemple. Sur le projet de loi de finances qui arrive, dans les cadres des dialogues de Bercy, on a eu des demandes. Par exemple, dans la lutte contre la fraude, le Parti socialiste nous a demandé de pérenniser le dispositif dit des aviseurs fiscaux. J'ai dit « Ok, on soutiendra votre amendement ». On est prêt à prendre des amendements des oppositions sur la transition écologique, sur le logement par exemple, sur la fiscalité des logements touristiques. De l'opposition comme de la majorité, volonté des parlementaires d'avancer. Très bien. Donc nous, il faut fiscaliser plus les logements loués type Airbnb. Il faut répondre aux élus locaux qui se retrouvent dans une situation où sur leur territoire, ils n'arrivent plus à loger celles et ceux qui travaillent. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que même si ça se termine au 49.3, on a ce travail, ce dialogue approfondi avec tous les groupes politiques. On peut travailler en amont. C'est ce qu'on a fait dans les dialogues de Bercy, ce qu'on continue à faire. Un 49.3 ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue et qu'il n'y a pas à la fin un texte qui intègre des propositions et de la majorité et de l'opposition. Qu'est-ce que vous pourriez reprendre, proposé par les LR par exemple? Les LR par exemple, moi j'écoute les propositions de Véronique Louwagie sur les économies dans le fonctionnement de l'État. Fonctionnement de l'État. Elle a fait d'ailleurs un rapport avec un député Renaissance, Robin Reda, sur l'immobilier par exemple. Moi sur l'immobilier, je suis d'accord avec les propositions des LR. On doit pouvoir sur l'immobilier d'État faire plus d'économies. Et nous on est tout à fait prêts à avancer dans ce sens-là avec les propositions du groupe LR. Alors le gouvernement assure qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. On l'entend régulièrement l'an prochain. Pourtant, Bercy anticipe, et je parle sous votre contrôle, une hausse de 17 milliards d'euros des recettes fiscales pour l'an prochain. Et donc on se dit, avec cette explosion, je mets ça entre guillemets, des recettes fiscales, ça dénote un peu avec ce discours ambiant qui nous dit il n'y aura pas de hausse d'impôts, mais les recettes fiscales en même temps, elles augmentent. Comment on explique Comment expliquer cette situation? Alors là, je vous qui pose problème pour le commun des mortels. Non, mais je vous le redis avec la plus grande clarté. On n'augmente pas les impôts. On n'augmente pas l'impôt sur le revenu, on n'augmente pas l'impôt sur les sociétés. Les recettes fiscales augmentent de 17 milliards. Mais j'y arrive. Et par exemple, on va continuer à baisser les impôts qui pèsent sur les entreprises. La CVAE, ouais. 1 milliard. Regardez ce qui s'est passé. Depuis le début de la mandature d'Emmanuel Macron, on a baissé l'impôt sur les sociétés. On a baissé son taux. Mais comme on a créé une politique de l'offre très en soutien à la création d'activités, les recettes d'impôt sur les sociétés ont augmenté. Le taux baisse. Et comme vous soutenez l'activité, les recettes augmentent. Ce qui prouve bien que quand on veut soutenir l'activité, y compris redresser les finances publiques, il faut se garder du réflexe qui pourrait consister à systématiquement augmenter les impôts. D'où viennent ces 17 milliards d'euros de recettes fiscales? J'ai regardé un petit peu, je crois qu'il y a 10 milliards d'IS, de supplément d'impôt sur les sociétés. Le reste, c'est quand même quoi? De l'impôt sur le revenu, c'est de la TVA, c'est de... Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est les Français qui les payent. Non, mais bien sûr, ce sont les Français qui payent. Mais regardez, en 2023, malgré la crise, l'augmentation des prix de l'énergie, 1% de croissance cette année. Les Allemands, au même moment, sont rentrés en récession. On a un tissu économique, on a des entreprises qui résistent. Des entreprises qui résistent en termes de création d'activité et de création d'emplois. Plus vous avez de l'activité économique, plus vous avez des créations d'emplois, plus ça fait des recettes pour l'État qui nous permet quoi? De financer nos services publics, l'investissement dans la transition écologique, on met près de 4 milliards d'euros sur l'éducation supplémentaire, et également de restituer une partie de ces gains. On baisse l'impôt sur les entreprises, la CVAE, d'1 milliard. Voilà, donc je le redis, il n'y a pas d'augmentation d'impôts, mais la bonne nouvelle de notre politique économique, c'est des fois ça nous génère des recettes supplémentaires. Qui sont réinvesties. Et qui sont réinvestis dans nos grandes priorités. Vous voyez, c'est un budget tourné vers l'avenir. Moi, quand j'entends ces lectures d'austérité, ça me fait quand même doucement rire. Ouais. On investit massivement dans la transition écologique parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'à côté de notre dette financière, on a une dette écologique et nous devons être au rendez-vous de cet enjeu, également dans nos services publics. Plus de policiers, plus de magistrats, des moyens renforcés pour l'éducation nationale. Un petit mot juste, Thomas Cazenave, du logement qui va mal. On sait bien, la construction, les ventes dans le neuf qui s'effondrent, la production de crédit aussi qui est mal orientée. Vous êtes partant pour intégrer, justement, vous l'avez dit indirectement, des mesures fiscales dans le budget pour répondre à la crise du secteur. Dans quel sens, quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez ou les amendements que vous pourriez reprendre? Alors, d'abord, il y en a déjà. Je vais vous donner un exemple. On prolonge le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro, c'est fondamental parce que ça soutient
l'accession vous avez restreint aussi. Qu'on a restreint sous un angle particulier, c'est-à-dire géographique. Oui. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il ne faut pas favoriser l'étalement urbain. En revanche, nous, on est prêts à augmenter les seuils. Pourquoi? On doit aider les seuils, il faut expliquer les seuils. Pardon, les seuils, c'est le montant de revenus à partir Voilà. duquel vous y avez droit, le montant des achats qui sont couverts par le prêt à taux zéro. Nous, on est prêts à soutenir le prêt à taux zéro. Et aller plus loin que ce qu'on a mis dans le projet de loi de finances. Beaucoup de parlementaires de la majorité portent des propositions dans ce sens-là. Il n'y a pas de mesure choc, encore une fois. Parce que Deuxième mesure, moi je l'ai proposé il y a quelques semaines et on le prendra par voie d'amendement. Moi je propose d'exonérer les plus-values sur les cessions de terrains constructibles. Pourquoi? Parce que toute la chaîne de promotion immobilière, les constructeurs disent on n'a pas assez de terrain pour construire. Trop cher. Trop cher. Les terrains constructibles, certains des propriétaires les retiennent, ne les vendent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des abattements. Ils attendent 20 ans, 25 ans pour les vendre pour ne pas être imposés. Moi je propose un choc foncier. Un choc foncier, on exonère pendant une durée. Est-ce que c'est 18 mois? Est-ce que c'est 24 mois? La plus-value foncière pour remettre des terrains sur le marché. Ça n'a pas déjà été fait il y a quelques années déjà, en France. Si ça a été fait... Je pense que François Hollande a vérifié, ça me dit quelque chose. Je ne sais pas. Ouais. Je pourrais pas. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous, on constate c'est une difficulté. On apporte des éléments de réponse. Sur les logements touristiques, de la même manière. Comment on rééquilibre ce que je vous disais. Donc, on n'est pas du tout sourd à la question... Au contraire de la crise du logement. En revanche, j'alerte sur une chose, un projet de loi de finances, ce n'est pas non plus un projet de loi de logement. Et tout ne se résoudra pas avec des évolutions fiscales ou financières. Un petit mot, Thomas Cazenave, de cette prévision de croissance attendue qui fait couler beaucoup d'encre. Et en même temps, c'est vrai que 1,4% attendu pour 2024 dans le projet de budget. Bon, la Cour des comptes juge cette prévision optimiste, le Conseil des finances publiques élevé. Vous assumez de l'être et en même temps, c'est vrai que vous avez une des creux sur 2023. Il faut reconnaître que tout le monde disait on ferait beaucoup moins qu'à 1% et finalement, logiquement, on attend les chiffres, mais on devrait ne pas être très très loin. Mais c'est vrai que c'est quand même le très haut de fourchette. Bon, c'est volontariste, c'est ça? C'est volontariste, mais c'est aussi instruit de ce qui s'est passé l'année dernière. Vous disiez, avec la prévision, on avait 1% de croissance de prévision en 2023. Tout le monde nous avait dit, ou presque, vous êtes beaucoup trop optimiste. Et on a choisi 1,4%. Qui est d'ailleurs assez proche de la prévision du FMI, qui nous met à 1,3%. 1,2, non? 1,3. Bon, 1,3. OCDE est à 1,2. Voilà. Donc, on n'est quand même pas très loin d'autres prévisions. Et surtout, nous, on considère qu'on va continuer les réformes. Des réformes qui nous permettent de soutenir la croissance. Je vous en citerai quelques-unes. Quand vous faites France Travail, en disant comment on accompagne notamment les bénéficiaires du RSA pour revenir dans l'emploi, qui va permettre de répondre aux difficultés de recrutement des entreprises. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés de recrutement. Quand vous remettez sur le marché du travail certains qui étaient très éloignés, ça soutient le développement économique. Quand vous faites la réforme des lycées professionnels, que vous continuez à soutenir l'apprentissage, autant de réformes qui doivent avoir pour objectif de soutenir notre croissance. Et la soutien à la croissance, ça se retrouve dans nos chiffres, dans nos comptes. C'est la meilleure manière de redresser nos finances publiques. On y reviendra peut-être, mais il faut redresser nos finances publiques et nous, on souhaite baisser le déficit public. On va en parler. Mais pour moi, le gros du pari, il n'est pas sur la croissance parce qu'effectivement, on pourrait y être. C'est sur l'inflation. Aujourd'hui, vous connaissez le taux d'inflation en France, 4,9%. Selon Eurostat qui compare les pays, on est plutôt à 5,5%. Bref, vous dites on sera à 2,6%. C'est une moyenne, pas en glissement annuel, pardon les techniques, en décembre 2024. Est-ce que ce n'est pas quand même pas un pari hasardeux, mais ça reste très optimiste? Le pétrole est à 90$ le baril. Alors c'est toujours difficile de faire des prévisions d'inflation. L'OFCE qui va sortir sa prévision qui dépend de Matignon, ils sont quasiment un point au-dessus de vous. Ça va sortir dans quelques jours, j'ai réussi à avoir l'info. Un point, c'est quand même beaucoup. Moi, je constate qu'à ce jour, on n'est pas très loin des prévisions formulées par les organismes qui publient en matière de prévision de conjoncture économique. On n'est pas très loin des prévisions. Ça reste un exercice compliqué. Néanmoins, on a une politique monétaire et des taux d'intérêt élevés, durablement élevés, qui commencent à peser sur les prix. Regardez la baisse des prix de l'immobilier, par exemple. Une baisse d'1%, 2%. Oui, mais progressivement, on voit se diffuser la politique monétaire au monde réel, avec une vraie difficulté sur la question de l'alimentation. Et ça, c'est tout le travail qui est fait avec les industriels, les distributeurs, Bruno Le Maire, Olivier Grégoire, pour juguler l'inflation alimentaire. En dehors de l'inflation alimentaire, les prix ralentissent. Et c'est une priorité pour nous parce que ça pèse sur le pouvoir d'achat. À ce stade, nous, on maintient notre hypothèse d'inflation et on verra dans les prochains mois si on est démenti ou pas. Mais on fait tout pour faire baisser l'inflation parce qu'on voit à quel point
ça pèse sur le pouvoir d'achat. C'est une inquiétude pour les Français. Il faut leur donner confiance aussi. Et donc, c'est une des priorités que nous défendons en matière de politique économique. Justement, l'inflation, le barème de l'impôt sur le revenu est réévalué chaque année, encore une fois, là, en fonction de l'inflation, mais pas celui de l'impôt sur la fortune immobilière qui n'a pas été réévalué depuis 2018. Pourquoi ne pas le remettre à niveau? Ça serait cohérent de le faire, non? Vous l'avez dit, nous, on souhaite soutenir le pouvoir d'achat de celles et ceux qui travaillent. Et c'est la raison pour laquelle le barème de l'impôt sur le revenu va être revalorisé. Pourquoi on le fait? Parce que les salariés qui ont obtenu en moyenne 4% d'augmentation salariale, on ne va pas les reprendre avec l'impôt sur le revenu. Donc on a que ça nous coûte l'équivalent de 6 milliards d'euros, cette mesure. Donc on assume d'avoir une mesure très ciblée, d'une certaine manière, sur celles et ceux qui travaillent. Parce que notre ligne politique... Quand on paye l'IFI, on peut travailler aussi. Oui, mais notre ligne politique, c'est le revenu du travail. Je crois qu'une des grandes inquiétudes, notamment des classes moyennes, c'est le fait qu'on n'arrive pas à vivre suffisamment de son travail. Donc, moi, avec ma casquette de ministre des Comptes publics, je fais attention à l'euro investi. Et je crois que si on doit faire des efforts, c'est faire un maximum d'efforts sur celles et ceux qui travaillent. Et aujourd'hui, dans cet arbitrage-là, moi, j'assume le fait qu'on les portait sur les revenus du travail. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui disent, et il y en a, que votre réduction de déficit, elle est peu ambitieuse et puis au final, elle est basée comme sur des hypothèses optimistes? CF, ce qu'on vient de dire juste avant. Aujourd'hui, on passe, le déficit public est à 5%, il va passer à 4,4%. Moi, j'assume une ligne. Celles et ceux qui nous disent vous pourriez redresser beaucoup plus vite vos finances publiques. À droite. Oui, mais j'aimerais bien qu'ils arrivent avec des propositions concrètes. Parce qu'à la fin, on nous dit... 16 milliards, c'est rien, dit Bruno Retailleau. Oui, mais les mêmes qui proposent par ailleurs des ristournes carburant chez LR à 12 milliards d'euros pour les finances publiques, je les attends aussi sur des propositions concrètes d'économie. Ayons ce débat. Moi, je préfère un redressement progressif des finances publiques, mais crédible, plutôt que jeter en l'air des chiffres qui sont absolument intenables ou sans propositions concrètes. Et moi, je les attends encore dans le débat, qu'ils viennent avec des propositions concrètes pour améliorer notre trajectoire sur le déficit public. C'est tout l'objet du débat parlementaire qui s'ouvre en commission à partir de demain. Ouais, on va en parler des économies, mais juste au final, si on prend un peu de hauteur, Thomas Cazenave, quels sont les efforts qui sont demandés aux Français dans ce budget? Mais le principal effort, c'est quand même, on va sortir des dispositifs exceptionnels. Je pense les boucliers tarifaires. Voilà, les boucliers. Collectivement, on a beaucoup protégé. L'État a beaucoup protégé, depuis les différentes crises, Covid, crise énergétique, guerre en Ukraine. Il faut que progressivement, on revienne à un mode de fonctionnement normal. Et le mode de fonctionnement normal, c'est sortir des dispositifs exceptionnels que nous avons mis en place pendant la crise, notamment crise énergétique. Les prix de l'énergie ont beaucoup baissé. Nous devons revenir sur ces dispositifs exceptionnels. Ça représente près de 14 milliards. 14 milliards. J'insiste parce qu'on a presque perdu l'échelle des grandeurs en matière de finances publiques. 14 milliards d'euros en moins donc d'économies. Donc sur les 16 milliards d'euros d'économies, il y en a 14 qui viennent du débranchement, pardon de le dire comme ça, des aides et des boucliers tarifaires. Voilà. Et on commence. Et la droite dit que ce n'est pas des vraies économies, ça. Oui, enfin il faut les faire, ces économies. Il faudra le dire aux Français et on le fait, on leur demande un effort en disant progressivement on revient à un mode normal. Et on fait des réformes structurelles. Quand on baisse le nombre de contrats aidés en entreprise, de combien? L'équivalent de 800 millions d'euros liés à la politique de l'emploi, entre 500 millions sur les contrats aidés et puis bénéfices sur l'assurance chômage, qui baisse un peu. Donc on a un effort entre 800 millions et 1 milliard sur politique de l'emploi. C'est pas rien. Et on revoit aussi sur la formation professionnelle. Certains vous diront que c'est du rabot, tout ça. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Quand le taux de chômage baisse, c'est normal qu'on revoie notre politique de l'emploi. C'est normal qu'on se dise les entreprises ont des difficultés de recrutement, on baisse les contrats aidés en entreprise. On regarde les dispositifs fiscaux, par exemple le Pinel, dont il y a eu des évaluations qui ont dit que c'est quand même beaucoup d'argent pour une rentabilité qui n'est pas complètement assurée. Vous savez, les professionnels de l'immobilier, ils vous disent le Pinel, ok pour le supprimer, mais pas quand ça va aussi mal dans l'immobilier. Peut-être qu'il aurait fallu le faire avant, quand tout allait bien. Mais la réalité du Pinel, c'est qu'il n'est pas supprimé encore. L'année prochaine, il est encore en vigueur. C'est à partir de 2025. Oui, ouais. Non mais pourquoi j'insiste? Parce que je leur dis, si tout dépendait d'une niche fiscale, on ne serait pas en ce moment même dans la crise, puisque le Pinel existe toujours. Oui, mais ça rajoute la crise à la crise. La crise, elle est plus profonde, puisqu'il existe toujours. C'est l'augmentation des taux, notamment des coûts de la construction, etc. Donc on commence à faire des réformes dites structurelles. Je l'ai dit, politique de l'emploi, j'ai dit politique du logement. Et à partir de 2025, nous aurons d'autres réformes structurelles
à faire pour tenir nos objectifs de baisse déficit public. On a plus de 3 000 milliards d'euros de dette. Oui. La charge d'intérêt de la dette, je veux le partager avec vous, c'est 40 milliards, un peu plus de 40 milliards en 2024. 48 pour être précis. Ouais, ça, alors, et ce sera 75 2027. milliards en 2027. Ouais. Après, on voit 8 000 postes de fonctionnaires en plus en 2024, après quasiment 11 000 créés en 2023. Il y avait cette promesse quand même d'Emmanuel Macron en 2022, lors de la campagne présidentielle, d'une stabilisation des effectifs de l'État sur le quinquennat. C'est enterré, ça. Ah ben aujourd'hui, on a des orientations très claires sur renforcement du régalien. Mais la promesse date de 2022, c'est ça que je veux dire. Police, justice, c'était la promesse de 2017, pardon, où on avait des objectifs de réduction. 120 000. Voilà, et de stabilité. Voilà. Honnêtement, le contexte a changé. Le contexte géopolitique a changé. Les menaces autour de nous, qui justifient aussi la loi de programmation militaire, qui est un effort considérable. La sécurité, la demande de sécurité, où on va renforcer le nombre de policiers et de gendarmes, l'ouverture de plus de 200 brigades de gendarmerie dans nos territoires. C'est une demande des Français. Les Français demandent la présence de l'État et des services publics. Et donc finalement, notre budget répond à la demande des Français en matière de protection de services publics. Je regardais par exemple l'effort historique que l'on fait sur l'éducation. Près de 4 milliards d'euros supplémentaires. Quand je regarde les sondages récents, les Français attendent beaucoup de l'éducation. Mieux d'éducation. Donc on donne les moyens à l'école pour mieux former, mieux accompagner nos enfants. En même temps, vous avez conscience qu'il faut faire un peu plus en matière d'économie, puisque ce matin même, Bruno Le Maire dit, voilà, il demande 1 milliard d'euros d'économies supplémentaires. Alors pourquoi 500 millions, pourquoi pas 2 milliards? En tout cas, il dit, il laisse ça au débat parlementaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous attendez de LR ou Renaissance de bonnes idées d'économie que vous reprendrez ou pas via le 49.3? Oui, on attend du débat parlementaire qui ne se focalise pas, comme c'est souvent le cas, sur des propositions de dépenses supplémentaires, des propositions d'allègement de taxes. Très important de dire à tous les parlementaires, de la majorité naturellement, mais aussi, voilà la situation de nos finances publiques. Nous devons réduire le déficit public. Et nous serons très ouverts, très attentifs à ce que les parlementaires puissent venir aussi avec des propositions d'économie pour améliorer notre trajectoire et réduire encore même l'objectif de déficit public qu'on s'est fixé d'ores et déjà. Oui, 2,7%, ça ne va pas être facile évidemment sur 2027. Est-ce que le gros des économies, le gros des décisions, ça sera sur 2025 avec peut-être des réformes structurelles, encore une fois des économies plus structurelles, plus douloureuses, plus dures sur 2025? L'heure de vérité pour le budget, pour le désendettement de la France, c'est 2025. D'abord, j'insiste, 2024, quand vous remettez en cause les boucliers, c'est une marche importante. Et 2025, on passe de 4,9%, possiblement à 4,4% de déficit public en 2024. Si la croissance est là, si les taux d'intérêt ne remontent pas, si, mais on ne lit pas dans le mar de café. Exactement. Et donc après, nous devons continuer les réformes structurelles. On s'est donné pour objectif... Pour les économies, là, je pense aux économies. Oui, on s'est donné pour objectif 6 milliards d'euros d'économies structurelles sur l'État, 6 milliards sur le secteur de la sécurité sociale. Oui, il faudra 12 milliards, vous avez raison. Il faut 12 milliards d'économies par an à compter de 2025 pour aboutir à 2,7%, pardon, il y a beaucoup de chiffres, de déficit public en 2027. Absolument. Donc ces 12 milliards viennent d'où alors? Et donc, on lance d'ores et déjà, moi je prépare déjà le budget 25. Et comment on le prépare? Avec des revues de mission systématiques. On en a tellement eu des revues non, de mission. Non, je ne suis pas d'accord. RGPP sous Nicolas Sarkozy, MAP sous François Hollande, mais c'est une... CAP sous... c'est une exigence. C'est vrai, ça, les rapports, c'est pas ce qui manque en France. C'est une exigence collective qu'on doit se fixer. On ne peut pas renoncer à l'idée qu'il faut faire des économies. Donc on va renforcer notre dispositif d'évaluation de grandes politiques publiques, parce que je ne crois pas à des coups de rabot successifs pour faire 12 milliards d'euros d'économies. Il faut des grandes réformes structurelles. Je vous citerai 2 réformes qui nous ont permis aussi de redonner des marges aujourd'hui. L'assurance chômage et les retraites. C'est des vraies réformes structurelles. C'est des vraies réformes. Donc il faut qu'on continue nos réformes structurelles. Le gros des efforts, vous pouvez le dire, sera vraiment 2025 en matière d'économie. Ah oui, la première marche sur les réformes structurelles, c'est 2025. Et donc on doit préparer dès aujourd'hui des réformes. Sur la dépense publique. Sur la dépense publique que nous retrouverons dans le projet de loi de finances pour 2025. Certains disent que quelque part, pour boucler l'équation, il faudra qu'Emmanuel Macron, à un moment ou à un autre, Jean-Marc Vittori des Échos nous l'a dit la semaine dernière ici, devra augmenter les impôts d'ici 2025 s'il n'y a pas plus d'économies qui sont trouvées, si la croissance n'est pas au rendez-vous, voilà, etc., etc.
Est-ce que c'est... Non, vous maintenez que les impôts n'augmenteront pas pour les Français d'ici... Mais non, notre stratégie depuis le début, depuis 2017, c'est la baisse d'impôts. On a baissé de 25 milliards les impôts pour les particuliers. Et autant pour les entreprises. Je dirais baisse de l'impôt sur le revenu, les 2 premières tranches, suppression de la taxe d'habitation, suppression de la contribution à l'audiovisuel public. On a redonné du pouvoir d'achat. Et on l'a fait de la même manière pour les entreprises, en baissant l'impôt sur les sociétés, en continuant à baisser la CVAE. C'est notre stratégie, et cette stratégie, elle produit des résultats. On n'a jamais créé autant d'emplois en France. On n'a jamais eu le taux de chômage aussi bas depuis le début des années 80. Pourquoi voudriez-vous qu'on change de cap ? Parce qu'il y a ces 2,7%. Mais vous savez que Nicolas Sarkozy, en son temps, avait dit jamais j'augmenterai les impôts. Je vais vous dire une chose. Ce qui est le plus important pour atteindre nos objectifs de redressement des finances publiques, c'est qu'on garde une croissance la plus forte possible. Et toute augmentation d'impôts qui aurait pour effet de ralentir la croissance, la création de richesses pour les entreprises, serait contre-productive. Plus de croissance, plus de recrutement, moins de dépenses de chômage, moins de dépenses d'assurance sociale, plus de recettes. C'est la clé du redressement des finances publiques. Donc, certains disent que pour boucler l'équation, théoriquement, on peut imaginer que la France ne respecte pas sa trajectoire de finances publiques d'ici 2027. Ah non, vous rejetez fermement. On s'est fixé pour objectif de repasser sous la barre des 3% en 2027. C'est un enjeu de crédibilité, mais ce n'est pas qu'un enjeu pour nos partenaires européens ou celles et ceux qui nous observent, comme les agences de notation. C'est aussi pour nous-mêmes. On doit retrouver des marges. Quand vous voulez investir dans la transition écologique, investir dans les services publics, il faut aussi qu'on fasse des économies par ailleurs et qu'on baisse notre déficit public. L'équation est complexe. Vous admettez que l'équation, elle est tendue, qu'elle est complexe et que ça ne va pas être simple, quoi. Mais bien sûr que c'est complexe. Ouais. Bien sûr que c'est complexe. Il y aura des efforts à faire. Il y aura des efforts à faire. Il y aura des choix. Moi, je suis aussi pour un discours sur la question de la dépense publique. Il faudrait qu'on arrête aussi ce réflexe un peu pavlovien d'annoncer de grandes dépenses à ce coût de centaines de millions d'euros. Je pense qu'il faut que la prise de conscience, elle soit collective et qu'on fasse des efforts collectivement. La hausse des taux d'intérêt aide un peu à avoir ce discours-là parce qu'on est à 3,5% sur le taux de refinancement de la dette française, qu'on appelle les OAT à 10 ans. Je me demandais... Quelle prévision le gouvernement a fait dans son projet de budget en matière de taux d'intérêt de financement de la dette publique française? Là, de stabilité. De stabilité. Pourquoi? Parce que... Le taux 3,5, 3,6, 3,4 Oui, on est sur la poursuite des taux auxquels nous émettons nos OAT. On voit bien qu'on est autour de 3,5, 3,6. On a prévu, et c'est ce qu'a dit la Banque Centrale Européenne, qu'elle allait rester sur cette politique de taux d'intérêt élevé encore durablement. Ouais. Voilà. Donc, à ce stade, c'est notre prévision. Et c'est vrai que ça nous enlève des marges. Quand vous avez, en 2027, 75 milliards dédiés aux charges d'intérêt de la dette... Et ça sera peut-être plus. C'est plus que le budget de l'éducation nationale. Oui. Premier poste. Voilà, donc ça va devenir le premier poste. On va s'endetter pour rembourser les intérêts. Alors, on s'endette, ce qu'on appelle on roule notre dette, ce qui n'est pas nouveau. En revanche, on s'enlève des marges de manœuvre pour atteindre nos objectifs en matière de transition écologique ou d'éducation, par exemple. Thomas Cazenave, je voulais vous faire réagir à ce sondage Ellab pour les Échos. De plus en plus de Français sont persuadés que les impôts augmentent en France. On reboucle avec le sujet qu'on a évoqué au début ensemble. 58% des Français, c'est beaucoup, estiment que la fiscalité s'est alourdie depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, malgré toutes les baisses d'impôts, taxes d'habitation et compagnie. Donc, à vous écouter, les Français ont tort de penser ça. Non mais je pense qu'il y a... D'abord, c'est vrai que la réalité, il faut remettre les chiffres. Et les chiffres, c'est une baisse de la fiscalité. Et ce n'est pas moi qui vous le dis. Pourtant, quand on regarde la pression fiscale, les prélèvements obligatoires en France, je n'ai plus les chiffres en tête, mais ça baisse. Ils sont stables, ils vont légèrement baisser sur 2027, à 0,1 point. Mais quand... je vais vous donner 2 exemples. Quand vous avez une politique de l'offre aussi efficace que la nôtre, qui permet aux entreprises de créer plus de richesses, vous récupérez plus d'impôts sur les sociétés. Oui. Deuxième élément qui contribue à augmenter les prélèvements obligatoires, on va mettre pour la première fois le taux minimal sur l'impôt sur les sociétés, qui est un accord de l'OCDE, qui va nous permettre de récupérer un peu plus d'1,5 milliard sur des entreprises qui ne seraient pas à 15%. Quand vous, et j'aimerais qu'on y revienne, vous durcissez votre politique de lutte contre la fraude, fiscale, sociale, fiscale en particulier, paradoxalement, ça se traduit dans nos comptes nationaux comme si on augmentait la pression fiscale. Mais on n'augmente pas la pression fiscale. On s'assure juste que celles et ceux qui doivent payer des impôts paient des impôts. Donc,
Oui, on a baissé l'impôt sur le revenu, on a supprimé la taxe d'habitation. Il y a quand même eu un peu de flottement dans les explications. Certains disant ah ben, la taxe foncière augmente parce que vous avez supprimé la taxe d'habitation. Alors qu'on a compensé à l'euro près la taxe d'habitation. Donc les élus qui expliquent qu'ils augmentent la taxe foncière parce que la taxe d'habitation a été supprimée sont assez malhonnêtes, pour ne pas dire plus. Donc c'est aussi à nous d'expliquer contrairement ce qui relève de l'État et ce qui ne relève pas de l'État dans les décisions fiscales. Ce ressenti, encore une fois, comment vous l'expliquez, ce ressenti des Français, alors que vous avez rappelé, le président encore rappelé lors de son intervention qu'il ait baissé les impôts de 50 milliards. Parce que moi je pense qu'on a un sujet autour du pouvoir d'achat, notamment des classes moyennes. Je reprends mon exemple de celles et ceux qui travaillent dans les premiers niveaux de rémunération et qui ont l'impression de ne pas toujours s'en sortir. Et là-dessus, moi je dis, tout ne peut pas reposer sur le contribuable en termes d'allègements fiscaux notamment. C'est aussi une responsabilité des entreprises. On attend aussi beaucoup de la négociation sociale qui doit s'ouvrir avec les partenaires sociaux sur les minimums de branche pour que aussi tous les salariés bénéficient d'une certaine manière de la croissance. On a traduit, j'étais encore parlementaire à l'époque, la loi sur le partage de la valeur. Comment est-ce qu'on associe mieux les salariés à la création de richesses dans l'entreprise? On a étendu les mécanismes de partage de la valeur pour les entreprises de moins de 50. Oui. C'est tout ça. Notre conquête à nous, notre enjeu, c'est quand même ces classes moyennes qui travaillent, qui ont l'impression parfois d'être trop riches pour bénéficier des aides et pas assez pour pouvoir avoir une amélioration de leur quotidien. Donc je pense que c'est ça notre sujet prioritaire, c'est comment est-ce qu'on accompagne mieux les classes moyennes. La France est championne d'Europe des impôts et des cotisations sociales. 52,7% du PIB, ce sont les chiffres du FMI 2023. Question qui est simple, est-ce qu'on paye trop d'impôts en France? La question c'est des impôts, pourquoi faire? 80% des Français jugent que leurs impôts sont mal utilisés. Dans ce même sondage est là. C'est pour ça, quand je dis, mettons-nous autour de la table pour trouver 12 milliards d'euros d'économies. Chaque année. À partir de 2025. Oui. Sur nos grandes politiques publiques, ça doit répondre à leurs attentes. Et d'un autre côté, dans le même sondage, ils nous disent grandes attentes sur l'éducation, sur la santé, où on met beaucoup d'argent sur l'éducation. Ouais. On va rajouter quasiment 4 milliards d'euros. Et sur la transition écologique, ils sont aussi inquiets sur les questions climatiques. L'armée, transition écologique. On n'a jamais autant investi. Donc en fait, comme on doit réduire notre déficit, il faut qu'on fasse des choix. On ne peut pas investir partout. On a fait des choix. Ces choix, ils seront faits en 2025, on y revient. Et on a commencé à les faire en 2024. Transition écologique, service public, contre des économies, et on devra poursuivre cet exercice, c'est vrai, difficile, de choix parce qu'on ne peut pas toujours tous payer et que des priorités financées exigent de nous des économies. Allez, merci beaucoup, merci à vous pour cet entretien. Thomas Cazenave, le ministre des Comptes publics, merci. Merci à vous. Invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Retrouvez bien sûr en replay dès 14h. Très bonne journée, à demain.